Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Club Vidéo. Moi, c'est Marie-Lou. Moi, c'est Juliette. Et aujourd'hui, on reçoit Catherine Léger, qui est scénariste. Elle a, entre autres, scénarisé le film Babysitter, Deux femmes en or, qui est sorti récemment. La déesse des mouches à feu. Charlotte Dufresne, pardon. Voilà. Puis elle a fait beaucoup de textes pour le théâtre, la télé et puis le cinéma. Fait que voilà, c'était super intéressant. Vraiment, on a parlé, entre autres, de son processus d'écriture. Puis moi, quand j'ai le syndrome de la page blanche, là, un petit souper au Pacini, ça me règle ça direct. Ouais, hein? Merci, Pacini, de commencer le podcast. Oui, merci beaucoup. Puis, petit disclaimer, j'ai genre un problème de poumon. Alors, ça se peut que je tousse un petit peu. Et si vous êtes genre, pourquoi t'as comme plein de plaques rouges, j'ai peigné de l'herbe à puce. Alors, je préviens. C'est un dur moment pour Marie-Lou. C'est un dur moment. Fait qu'oubliez pas de partager l'épisode à tous vos amis et de liker, commenter, s'abonner. Oui, puis faites attention à l'herbe à puce. Hein, Faites vraiment attention à l'herbe à puce, gang, c'est vraiment pas drôle. Je choisirais pas ça à mon père ennemi for real. Non. C'est horrible. Bref, bon épisode. Oh, hi, Mark. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Tu veux Gauvin, Mike? Gauvin? Un peu ça. Ça peut-tu faire un gros? Bonjour, ça va bien? Allô, ça va bien, vous autres? Oui, toi? Oui. Donc, Catherine Léger, scénariste. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu comment t'as commencé? C'est quoi ton parcours? Oh, mon Dieu! Grosse question. Grosse question, oui. En fait, j'ai toujours su que je voulais écrire. Je sais que ça fait bizarre, là. J'aime pas ça dire ça, mais c'est vrai. J'ai toujours su que je voulais écrire. J'ai appris à écrire enfant, puis je voulais écrire. J'ai lu énormément pendant mon enfance, mon adolescence, mais je pensais que j'allais écrire des romans. Mm. J'adorais la littérature, puis finalement, tu sais, c'est ça. Je sais pas comment... J'avais de la difficulté à étudier la littérature. J'adorais la littérature, mais j'avais de la difficulté à l'étudier. Fait qu'à 18-19 ans, je travaillais dans un bar, je savais pas quoi faire. Tu sais, je voulais écrire, mais je me levais pas le matin pour écrire, bref. Ouais. Puis je me suis retrouvée à l'école de théâtre, un peu par magie, parce que y a un de mes bons amis, Justin, allô Justin, qui m'a dit « Tu devrais essayer de t'inscrire à l'école de théâtre, il y a un programme en écriture, je n'avais jamais entendu parler. » Puis j'ai essayé de m'inscrire, mais c'est parce que je me servais aussi des deadlines pour écrire. Genre, Ah ouais. ben, je pensais jamais qu'il allait me prendre, mais il demandait d'écrire une pièce de théâtre de 45 pages pour être acceptée. Ah ouais. J'ai écrit une pièce de théâtre de 15 pages. Parce que, puis finalement, j'ai envoyé, puis j'ai été prise. Fait que là, le théâtre m'a amené à une autre forme d'écriture que la prose, puis m'a fait découvrir plein de formes d'écriture. Mais à l'école de théâtre, c'est moins théorique, c'est très pratique. On écrit énormément. Puis là, j'ai vraiment développé une vraie pratique d'écriture à l'école. Puis après ça, ben, tu sais, déjà, quand tu es à l'école de théâtre, on dirait que le pas vers l'écriture pour le cinéma ou pour la télévision est comme plus facile à faire. Tu as déjà un peu de contact dans le milieu. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvée éventuellement à écrire pour la série Toc Toc Toc. Ah oui? Ouais. Oui! On n'avait pas vu ça. Nous, on était des grandes fans là, de Oui, bon, merveilleux. Ah, J'en fait ai écrit, mais c'est pas moi qui ai créé la série. Là. Je participais, comme on était une vingtaine d'auteurs. Ah ouais. Puis j'en ai écrit 19 épisodes. Ah ouais? Ah. C'est vrai, j'avais pas vu ça dans mes Non, recherches. Non, ça apparaît pas. Mais comment c'est arrivé? T'avais un contact qui travaillait? C'est un contact de mes profs Ok. de l'école de théâtre qui m'a permis de rencontrer Carmen Bourassa, qui était chez Téléfiction à l'époque. Ah, OK. OK, cool. Puis, parlant justement de coécriture, comment tu gères un peu la différence entre écrire avec comme 20 autres auteurs comme pour Toc 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 versus écrire tout seul? Ben, en fait, tu sais, quand j'ai commencé, c'était une chance incroyable pour moi là, d'arriver là. Puis il y avait toutes sortes d'auteurs autour de la table que j'admirais, dont François Boulay, Dominique Parenteau-Leboeuf. Tu sais, il y avait des script éditeurs incroyables. C'était une machine qui fonctionnait très, très bien, là, Toc Toc Toc. Là, fait que c'était très impressionnant. Puis j'avais beaucoup à apprendre. J'avais vraiment beaucoup à apprendre. Et après ça, mais j'avais aussi des choses à dire, tu sais, qui ne s'exprimaient pas nécessairement dans Toc Toc Toc.
ouais, quand je pense au sujet que j'ai ça, exploré après, c'était pas trop la bonne place. Toc, toc. Fait que je pense qu'il y avait ce désir-là de dire quelque chose qui a fait en sorte qu'après, j'ai travaillé surtout par moi-même. J'ai eu des superbes collaborations aussi, là, mais éventuellement, j'ai développé beaucoup des projets qui me tenaient à cœur. Puis là, c'est drôle, mais là, je suis comme... on dirait, je sais pas si c'est justement la fin de Deux femmes en or, ce long cycle Deux femmes en or, mais je suis comme, il me semble que j'irais écrire juste écrire avec une gang, puis pas être dans la prise de parole autant, mais juste être dans le plaisir de l'artisanat de l'écriture. Fait que ça va peut-être revenir, en fait. Ouais. OK. Ouais, parce que les derniers projets, c'était plus toi en solo Ouais. qui écrivais. Mais tu sais, t'es jamais vraiment en solo non Ouais. plus, parce que, tu sais, si on prend juste justement l'exemple le plus récent de Deux femmes en or, j'ai écrit, même quand j'ai écrit la pièce, tu sais, j'étais accompagnée par Isabelle Brouillette puis Philippe Lambert. J'ai des lecteurs, des amis, des lecteurs incroyables. Après, quand j'ai commencé le scénario, ben là, mon producteur... j'ai pas le droit de dire préféré parce que je travaille avec plusieurs producteurs, mais mon producteur, Martin Paulus, puis Chloé Robichaud, il m'accompagne, tu sais, dans l'écriture aussi, puis c'est une réflexion, puis, tu sais, c'est une écriture qui on écrit vraiment en pensant au public aussi, puis en pensant... Fait que c'est ça. C'est quand même un travail... Ça reste un travail d'équipe que j'aime aussi. Ouais. Puis est-ce que tu as comme un rituel d'écriture quand t'écris? Est-ce que t'écris chez vous? En fait, j'écrivais toujours dans les cafés avant la pandémie. J'étais toujours dans les cafés, puis j'allais souvent dans des cafés, genre, tu sais, un peu, genre, qui étaient sur le point de faire faillite, là, parce que ça, ils me toléraient longtemps. J'allais pas dans les cafés cool. Aussi, si tu rentres dans un café qui est comme trop à la mode, puis là, tu vois 3 personnes qui sont sur leur ordi sur Final Draft, là, tu fais « OK, il y a comme... » C'est un peu intimidant. Fait que j'aimais ça aller dans les cafés, genre Second Cup, là, où plus personne allait. Mais là, finalement, avec la pandémie, je me suis pris un bureau parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par Zoom, hein, maintenant. Fait que j'ai comme besoin d'un environnement sonore plus calme. Puis, fait que là, j'ai un bureau. Je flâne trop avant d'écrire. Je suis pas une scénariste qui écrit comme beaucoup, puis qui fait du ménage après. Là. Je suis du genre à jouer à Spider Solitaire, puis après ça, il y a une réplique qui sort. Puis, on dirait que c'est comme... C'est ça, c'est un drôle d'exercice. Si j'habite... mon chum, c'est un artiste qui, lui, quand il commence à dessiner, le monde disparaît, puis il peut faire ça pendant des heures. Là. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Non, c'est vraiment... Je me promène beaucoup. Ouais. Mais je trouve ça quand même le fun d'entendre parce qu'on dirait, moi, c'est ça que je trouve difficile avec l'écriture, c'est comme... On dirait, je vois le monde qui sont comme, ils écrivent 150 versions d'une shot, puis là, puis je suis comme, hey, moi, je suis trop distraite, genre, je suis pas capable, moi, ça me vient plus sur un long terme, des idées, fait que ça me rassure un peu des fois d'entendre ça. Oui, il y a vraiment différentes façons d'approcher l'écriture. Puis aussi, mais tu sais, puis l'anxiété par rapport au processus de création, en soi, c'est un sujet. Ouais. J'ai vu beaucoup de psy où j'essayais de discuter de ça, puis eux, ce qu'ils me disent, c'est que le fait que je suis pas capable de rester concentrée, je pensais que ma capacité d'attention diminuait à cause comme tout le monde, là, à cause de l'instantanéité, puis tout ça, puis eux, il y avait une théorie que c'était l'anxiété qui faisait que je quittais constamment ma page quand je suis en train d'écrire. Hey, je pensais pas que c'était ça qu'on allait parler aujourd'hui. J'adore ça. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça s'améliore pas en vieillissant. Je trouve que c'est comme le stress d'avoir la parfaite idée. Comme de trouver l'affaire que je me dis, il n'y a pas d'autres de meilleures idées que ça. Je trouve ça difficile. Ouais, ça peut toujours être mieux, dans le fond. Ouais. C'est dur de s'arrêter à une idée. Là. Ouais. Ah non, absolument. Ouais. Puis c'est même, genre, je savais que je voulais écrire jeune, mais j'aimais tellement mieux les mathématiques parce que c'était tellement plus clair. Ouais, quand c'est fini, c'est tellement... fini. Oui, puis il y avait une bonne réponse. Et là, on n'est jamais sûr. Puis écrire, surtout en cinéma, c'est beaucoup de réécriture. On fait beaucoup de versions. C'est particulier. Faut garder la foi. Ouais. Ça a été comment d'adapter la pièce en scénario de film? En fait, ce qui était, je pense, le plus mêlant, c'est que je réécrivais la pièce en même temps que j'écrivais le scénario. Ah ouais? Ça, c'était un peu... Ouais. Fait que je faisais des améliorations à la pièce en même temps que je travaillais le scénario, puis les deux s'en allaient pas nécessairement dans exactement la même direction. Ouais. Mais ça a été quand même une très belle réflexion sur comment le cinéma amène une part d'intimité et un besoin de résolution dont
on n'a pas besoin au théâtre. Il fallait vraiment, quand j'écrivais le scénario, il fallait vraiment qu'on conclue les femmes. Il fallait que la fin, les deux femmes en or, ça soit satisfaisant, la fin, puis que ça soit clair. Alors que la fin, dans la pièce de théâtre, est beaucoup plus philosophique et beaucoup moins... On est beaucoup moins en train de se questionner sur qu'est-ce qui va arriver avec les femmes et leurs chums. Alors que, tu sais, c'est comme une belle réflexion sur comment j'écris pour le théâtre, comment j'écris pour le cinéma. J'avais l'impression, je sais pas, j'apprenais encore, je découvrais encore des choses. Ouais. C'était le fun. Mais justement, la distinction entre écrire pour le théâtre, pour le cinéma, pour toi, c'est quoi? Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche? Ben, c'est bizarre à dire, mais on dirait qu'au cinéma, puis ça, c'est de notre époque aussi, là. Je pense pas que dans les années 70, justement, quand ils ont fait le film original Deux femmes en or, il était pas autant... On n'était pas dans une culture cinématographique qui était autant obsédée par la structure. Là, en ce moment, on est vraiment dans le développement psychologique des personnages, la structure. Et au théâtre, on est dans... Si le punch est bon, si la surprise est là, si on rit, si on est vraiment dans le moment présent beaucoup plus, je pense, dans la façon d'approcher le récit. Alors que... quand on écrit pour le cinéma, il y a tout le temps cette idée-là qu'il faut répondre à plein de critères de structure. Les attentes sont très précises. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'aime partir d'une pièce de théâtre puis aller vers le cinéma après, parce que je suis comme... Quand j'écris du théâtre, je suis beaucoup plus libre. Je me promène beaucoup plus. Je vais beaucoup plus dans la surprise. Je vais beaucoup plus dans... l'humour, parfois, je vais privilégier l'humour au développement psychologique des personnages. Puis après ça, quand j'arrive à la version cinématographique, bien, il y a une liberté que j'ai eue que j'importe dans le scénario. Alors que si je m'assois puis je me dis, OK, je vais écrire un film, je vais écrire un long métrage, je suis tout de suite en train d'essayer de mettre mon cadre, de ma structure, tu sais. Fait que et des fois, ça permet pas d'avoir l'idée un peu champ gauche, mais qui finalement va être le truc dont les gens vont se rappeler quand ils vont sortir du film. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même public, tu sais, dans le sens en général. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui vont aux deux, au théâtre et au cinéma, mais il y a quand même de quoi d'un peu différent. C'est un peu plus monsieur, madame, tout le monde, peut-être, qui va tomber sur le film, un peu moins la pièce, tu sais. Mais je pense que c'est aussi... au théâtre, on accepte qu'il y a plein de choses qui se passent en arrière, c'est hors-champ. Il y a plein d'hors-champ au théâtre, on l'accepte. On accepte que la notion du temps n'est pas la même. On accepte que deux personnages peuvent avoir un dialogue qui va durer 1 heure ou non. On accepte plein de choses au théâtre. On veut constamment être surpris. Alors que les gens abordent le cinéma avec des attentes. Ils veulent vivre une expérience dans laquelle ils sont confortables. Je sais pas, il y a vraiment un début, une fin, une résolution. Mais ou c'est peut-être aussi... Le fonctionnement d'analyse de financement de projet aussi, là, puis tu sais, je veux dire, ça demande tellement d'énergie, puis financièrement aussi, les investissements sont gros, là, quand on fait un film, fait que tu te soucies énormément du public, je sais pas, c'est... Ouais. Il y a encore des gens qui font des films plus audacieux que moi, là. Moi, je suis pas audacieuse. Puis, parlant justement de rentrer, du cinéma, est-ce que rentrer un réalisateur dans un projet, c'est quelque chose qui est difficile pour toi? Comme dans le sens, à quel moment dans le processus, par exemple, un réalisateur, réalisatrice peut rentrer dans un projet pour toi? Ben, le plus tôt, le mieux, mais en même temps, il faut séduire le réalisateur, tu sais, parce que c'est sûr que il y a souvent des projets qui sont initiés par le réalisateur, mais qui n'a pas envie d'écrire seul, fait qu'il va aller chercher un scénariste. Ou là, moi, j'arrive, je fais, moi, j'ai vraiment envie d'écrire ça. C'est qui la bonne personne pour réaliser ça? Et donc, si j'y vais trop tôt, ben, ça ne veut pas dire que je vais être capable de convaincre cette personne-là. Tu sais, mes premières versions de scénario sont souvent très déstabilisantes, là. Je suis en train de commencer à sculpter quelque chose. Fait que c'est pas les premières versions. Fait que des fois, j'ai un peu peur de faire lire ces versions-là parce que c'est peut-être pas la version la plus convaincante. Mais moi, c'est une étape de travail dont j'ai besoin. Puis, fait que, éventuellement, si j'attends trop en même temps, c'est que là, le réalisateur, il arrive tard. Puis là, le réalisateur va vouloir aussi donner sa touche, donner le ton. Tu sais, Chloé a contribué énormément au ton de Deux femmes en or.
c'est très différent que le ton de la pièce à cause qu'on est théâtre-cinéma, mais pas juste ça. Il y avait un choix de direction. Fait que, tu sais, Chloé est arrivée assez tôt. Si elle était arrivée, puis moi, j'avais travaillé dans une direction pendant 5 versions, ça aurait moins bien fonctionné. Ouais. Là. Fait que le fait qu'elle est arrivée tôt, à cause qu'on avait Deux femmes en or, le film, les deux, on partageait l'amour du film Deux femmes en or. Donc, on a pu se retrouver rapidement autour du projet de scénario, parce que même si c'était pas complet puis c'était pas tout à fait réussi, elle était capable de voir où ça s'en allait. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie à la base d'adapter le film des années 70? C'était toute une réflexion. Tu sais, quand j'ai fait Charlotte a du fun avec Sophie Lorrain, on avait beaucoup cherché comment on représente la sexualité féminine à l'écran, puis est-ce qu'il y a de la comédie, puis il y en a très, très peu. Tu sais, pour toutes les American Pie, puis Superbad, puis il y en a, les équivalents féminins, ils sont pas là. Ça commence un peu plus, mais il y en a pas tant. Puis Deux femmes en or devenait un objet tellement audacieux quand tu le compares à... Tu sais, c'est sérieux, la sexualité des femmes. C'est comme si on peut jamais juste niaiser avec ça. Ouais. Puis on l'a même senti, ça m'a pris un peu par surprise, mais tu sais, il y a tout le temps des gens qui vont mettre des commentaires négatifs sur n'importe quoi sur les réseaux. Là, on l'a vraiment pas pris personnel. Mais c'était ça, l'angle. L'angle, c'était comme, tu sais, c'était comme les femmes qui... c'est pas très moral, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. Puis, OK, tu sais. Fait que c'est comme si c'est encore... ça nous a encore confirmé que Deux femmes en or, en 1970, c'était hyper audacieux. Je trouvais que c'était pertinent de le revisiter à cause de ça, là. Ça a été quoi un peu votre... comment dire, votre... Qu'est-ce que vous avez fait pour comme, prendre cette œuvre-là des années 70 puis la moderniser tout en comme, gardant le spark de l'original? Ben, le fait que je l'ai fait au théâtre en premier, c'est sûr que ça a aidé parce que il fallait tout réinventer là, dans le sens que je pouvais pas juste y aller plan par plan puis essayer de faire une adaptation hommage, là, si on veut. Là. Fait que, mais c'était aussi le premier défi, c'était comment on explique que ces deux femmes-là sont à la maison puis s'emmerdent. Parce que ouais, parce que l'original, c'était juste ça. c'était des femmes au foyer norme, en 1970. Ouais, c'était ça le quotidien. T'as pas besoin de l'expliquer, exact. Ouais. C'était ça. C'était 95% des femmes vivaient ça. Alors que là, il fallait recréer tout un contexte, ce qui fait que dans le film original, les femmes commencent à coucher avec les visiteurs beaucoup plus tôt que dans notre version. Parce que nous, il fallait expliquer le contexte, fallait donner de la profondeur, pourquoi elles en arrivent à faire ça. Ouais. Alors qu'il y avait des blagues, ben vous êtes trop jeune peut-être, là, mais moi j'ai connu ça, les blagues, là, le petit dernier, il ressemble au laitier, il ressemble au facteur, mais il y avait tout le temps cette idée-là, la femme est à la maison, il y a des hommes dont la job c'est de venir cogner à la porte, puis on sait pas ce qui se passe. Ils jouaient à l'époque dans un imaginaire qui était clair pour tout le monde, alors il fallait recréer un contexte. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis, est-ce que... on a vu dans, justement, Deux femmes en or et dans Babysitter le concept de, comme, nouvelle parentalité, puis un peu l'impact que ça a sur la mère qui devient, tu sais, soudainement, qui devient, justement, une mère. Est-ce que c'est justement un sujet, j'imagine, qui t'intéresse quand même, ou de vécu, ou... Ça part de oui. Oui, en fait, c'est sûr que ça m'intéresse, parce que c'est comme si, tu sais, les personnages... c'est comme si les personnages féminins sont toujours très, très séparés. Puis à partir du moment où il y a tout le temps, pendant longtemps, dans la fiction, il y avait un personnage de mère, mais c'était juste une mère. À partir du moment où elle devenait une mère, elle n'était que ça. À partir du... Tu sais, l'autre fille, c'était une maîtresse, c'était que ça. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est vraiment un terrain de jeu fertile de dire non, on va prendre les mères, puis on va vous le raconter vraiment comment ça se passe. Là, on l'exagère, c'est de la comédie, mais fait qu'il y avait un terrain fertile là, qui n'était pas tant exploré. Puis aussi, c'est sûr que comme femme, ça a été... J'ai comme vécu deux... Quand j'étais adolescente, à un moment donné, j'étais fatiguée d'essayer de même, j'essayais même pas, mais tu sais, de me comparer aux femmes dans les magazines, puis à l'idéal féminin dans les pubs partout. C'était tellement pas moi, j'étais tellement pas coquette, puis je m'en allais pas là, tu sais, puis ça a été comme à un moment donné, j'ai fait « Hey, j'irai pas, mais j'irai pas du tout », tu sais. Il y avait comme eu une façon de m'affirmer pour dire « Je suis une femme, je rejette cette image-là de la féminité, mais je suis une femme quand même. » Puis
c'était parfait, ça s'est super bien passé jusqu'à temps que je devienne mère. Après ça, je suis devenue mère, puis là, j'ai fait « Ah! » Là, tout d'un coup, là, je me trouvais inadéquate. Puis là, je voulais rattraper comme une certaine... Tout d'un coup, je voulais faire comme tout le monde. Tout d'un coup, je voulais être sûre parce que c'était pas juste à propos de moi, c'était à propos de mon bébé. Fait qu'il fallait que je sois la mère parfaite parce que mon bébé, je l'aimais vraiment. Il était plus important que des principes de moi qui est contre le Québec. Je suis pas contre le Québec, j'aime le Québec, mais tu sais, fait que là, il a fallu aussi que je fasse ça. Donc, je suis capable d'être moi, puis d'être une mère, puis tu sais, il y a toutes les formes de mère existent, mais c'était à réinventer pour moi. Fait que c'est sûr que c'est ressorti dans Babysitter, puis c'est ressorti un peu dans Deux femmes en or. Ouais. Puis est-ce que tu es très impliquée lors des tournages? T'sais, est-ce que tu aimes ça y aller? Est-ce que tu restes active comme dans le processus tout le long? C'est vraiment stressant, les tournages. Ouais. C'est à la fois stressant et parfois, il se passe rien pendant des heures. Fait que c'est pas un lieu où je me sens très utile. J'adore travailler avec la réalisation, avec l'assistante réal, avec le directeur de prod, quand on cherche des solutions, quand on est dans les discussions de bureau autour pour faire « OK, cette scène-là, on peut pas la tourner là, qu'est-ce qu'on fait, on la met où? » Ça, j'aime ça. C'est comme un défi. Là. OK... C'est comme de la réécriture, tu sais. Oui, c'est une réécriture, Ouais. mais c'est une réécriture comme avec des contraintes concrètes de OK, là, c'était dans ma tête, c'était bien beau dans ma tête, là, mais là, finalement, il faut y aller. Là. Fait qu'est-ce qu'on fait? Puis, par exemple, Deux femmes en or, j'écrivais qu'on allait, tu sais, qu'ils s'en allaient voir un match des Canadiens. Mais je l'écrivais, mais je me disais, c'est sûr qu'éventuellement, ils vont me dire, enlève ça, on s'en va pas voir un match des Canadiens. Ben, crime, C'est arrivé. c'est arrivé, on s'est rendu. Mais il y a souvent des choses comme ça que tu te dis, ben peut-être que ça ne vivra pas jusqu'à la fin. Puis après ça, il faut que tu prennes... Dans la déesse des mouches à feu, c'était spectaculaire comment des scènes qui finalement étaient des défis financiers ou techniques sont devenues les plus belles scènes du film. Après qu'on a vécu des deuils, puis qu'on dit, OK, on peut pas le faire comme ça, on coupe. Puis finalement, il y a des scènes spectaculaires qui sont nées du fait qu'on pouvait pas tourner comment ça avait été écrit dans le scénario. Fait que ça, j'aime ça. Mais le plateau comme tel, j'étais un peu timide. Ça paraît pas en ce moment, je suis verbomoteur, mais j'étais un peu timide quand il y a beaucoup de monde. Puis fait que tu sais, se promener, puis j'ai toujours peur de faire une gaffe, comme dans The Studio, un peu. Avez-vous regardé les premiers épisodes de The Studio? Ben, j'ai toujours peur de faire une gaffe, j'ai toujours peur de... Fait que, je sais pas, j'y vais pas tant que ça, mais j'aime ça en même temps, c'est excitant, là, c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour toi de... Tu sais que... Je veux pas que tu écris un scénario, mais tu sais que ce sera pas tel quel, exactement comme il avait dans ta tête dans le résultat final. Est-ce que c'est difficile pour toi de faire justement ces deuils-là, des fois, que la réalisation peut changer du scénario? Il y a toujours des deuils, mais tu sais, il y a des deuils même quand t'écris. Dans le sens que, tu sais, quand tu commences un projet puis t'es ambitieuse pour ton propre projet, t'as l'impression que tu t'en vas quelque part puis puis à un moment donné, la réalité de l'écriture te rattrape. C'est bizarre à dire, mais c'est comme si j'arrive pas nécessairement à capter ou à rendre ce que moi, je voyais dans le potentiel d'une idée, par exemple. Fait que ça, c'est une série de deuils. Après ça, quand ça devient vrai... c'est pas toujours des deuils. Des fois, c'est des wow. Des fois, c'est ah ouais, hein, ils ont réussi, c'est encore meilleur que je pensais, c'est encore... Puis, ben, des fois, il faut juste que l'image que tu avais en tête soit remplacée par la nouvelle image. Ouais. Puis, je pense que c'est ça. Avec le temps, ça, c'est quelque chose qui est plus facile, je dirais. Okay. C'est vraiment plus facile parce que... Puis aussi, plus je me rapproche un peu de la production ou plus je fais partie de ces discussions-là où on discute de ce qui est faisable, pas faisable, plus tu comprends que l'étape de concrétiser un scénario, ça prend tellement de miracles que je suis juste admirative du travail que tout le monde y a mis. Là. Ouais. Non, c'est vrai. Puis aussi, j'ai l'impression qu'en théâtre, souvent, même au Québec, des fois, il va juste avoir 1, 2, 3 comédiens sur la scène. Il peut même avoir pas tant de décors des fois. Puis on laisse beaucoup aller notre imagination. Au théâtre, on est comme correct avec le fait que ça peut être le même comédien qui change de personnage, alors que au cinéma, ça se fait moins, on s'entend. Fait que j'imagine qu'il y a ça aussi dans le scénario comme contrainte qui se fait rajouter. Là. Absolument. Puis la pièce de théâtre, le texte de théâtre existe en dehors de sa création à cause du côté éphémère du théâtre. Le texte reste, le texte
souvent publié, il peut même être repris, il peut être traduit, il peut se passer plein de choses avec un texte de théâtre. Alors qu'au cinéma, le scénario disparaît, puis c'est le film qui reste. C'est vraiment le film qui reste. Puis il y a aussi, ça devient la version ultime. Ouais. Ça, c'est vertigineux un peu. Mais pour vrai, avec le temps, ça remplace. Tu sais, comme la déesse de Mouche à Feu, par exemple, ils ont fait un travail incroyable au montage. C'était Stéphane Lafleur et Anaïs Barbeau-Lavalette. Stéphane Lafleur qui faisait le montage et Anaïs Barbeau-Lavalette qui réalisait. Et j'arrive pas... Rapidement, ils ont joué beaucoup dans l'ordre des scènes, juste parce qu'avec les images qu'il y avait, c'était mieux comment ils l'ont fait. Et j'étais fascinée de voir comment ils déplaçaient les choses que moi, sur papier, j'aurais jamais déplacées. Puis finalement, ça fonctionne tellement, tellement bien que j'aurais voulu écrire ce qu'ils ont monté, finalement. Ouais, c'est vrai, ça doit se transformer après. Puis... Au montage aussi, effectivement, ouais. Puis, si je me trompe pas, La déesse des mouches à feu, c'était un livre à la base, hein? Oui, c'est une adaptation du roman de Geneviève Peterson. C'est quoi la différence entre, par exemple, adapter un livre, adapter un film, ou au contraire, faire une œuvre qui part de toi? D'abord, la chose qui est importante, c'est comme même j'ai accepté d'adapter La déesse des mouches à feu parce que j'avais quelque chose à dire. Je le sentais, ça m'habitait. Ça demande... C'est plus facile d'adapter. Quand tu parles d'une œuvre, il y a déjà tout un travail qui est fait, là, mais c'est quand même énormément de travail. Il faut que tu le sentes. Faut que tu sais, fait que c'est vraiment... ça reste un travail de cœur, peu importe le niveau d'adaptation ou travail original. Adapter d'un roman, je pense que, bizarrement, c'est plus facile qu'adapter d'une pièce de théâtre. Parce que la pièce de théâtre, malgré le fait qu'il y a déjà des dialogues, il y a très peu de scènes, il y a très peu de personnages, il y a très peu de lieux. Et c'est un grand défi, en fait, de partir d'un texte qui est déjà incarné dans des lieux, dans des fois 1, 2, 3 lieux, qui se passent en 20 scènes, peut-être. Alors qu'un long-métrage, un scénario de long-métrage, c'est 100, 120 scènes. Là, t'es au théâtre, t'as 20, 25 scènes, t'as 3-4 personnages, je te disais tantôt. Fait qu'il faut que tu construises, mais ton histoire est là. Ton histoire fonctionne. Fait que là, tout d'un coup, tu sais, dans Babysitter, il y a des lignes dans la pièce qui étaient dites. Il y a beaucoup de lignes. C'est comme le personnage de Nadine, qui est dans la pièce de théâtre qui était jouée par Isabelle Brouillette. Avec ce personnage-là, j'ai repris de ses lignes, puis j'ai été donné à 2-3 personnages. C'est comme si, tout d'un coup, il faut que ça prenne de l'expansion. Alors que si tu pars d'un roman, t'as déjà des tonnes de lieux, t'as déjà des tonnes de personnages, t'as déjà plein de mini-univers à l'intérieur du roman que tu peux aller chercher puis faire que ton film... C'est plus cinématographique, un roman, déjà découpé, qu'une pièce de théâtre. peu, Fait qu'il y a vraiment des pièges dans l'adaptation de la pièce de théâtre que t'as pas dans le roman. Mais t'as déjà des dialogues décrits. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est comme... Yes, c'est pour et c'est contre. Puis pour le ton comique et tout, j'imagine... faut aussi un peu laisser aller de la façon que les acteurs le jouent, parce que j'imagine, toi, tu l'écris puis tu l'entends dans ta tête. Ouais. Mais tu vois, c'est drôle, parce qu'au théâtre, vraiment, les dernières pièces que j'ai faites, c'est toujours Philippe Lambert qui faisait la mise en scène. Puis j'ai travaillé beaucoup avec Isabelle Brouillette, Steve Laplante, puis on dirait que, tu sais, j'ai même plus besoin d'expliquer c'est quoi le ton. Je pense que, tu sais, il maîtrise le ton. Puis, tu vois, avec Deux femmes en or, le film, je pense ils ont aussi... Tu sais, c'était quand même un ton... Ce qui était important, c'était de pas surjouer l'émotion, de pas surjouer... Mais en même temps, tu peux pas être juste... Il faut pas que ça soit juste dans le ordinaire, parce que sinon, ça tombe un petit peu dans comme le mélodrame. Tu sais, c'était quand même... Mettons Deux femmes en or, là, il y a quand même un gars qui dit à sa blonde « Je veux pas que tu arrêtes tes antidépresseurs. » Tu sais, ça pourrait se faire dans tous les tons, là. Il fallait vraiment... Karine Gontier-Heinemann puis Mani Soleiman-Loup, ils ont vraiment trouvé un ton où on arrive à rire de ça. Ouais, alors qu'eux, ils rient pas. Si je me rappelle bien de la scène, c'est pas drôle pour eux, c'est drôle pour nous. Mais exact. Ouais. Oui, puis c'est dans l'espèce de petite méfiance qu'ils ont un envers l'autre, c'est dans la façon dont ils se croient pas, ou, mais c'est vraiment fin, là. Puis, tu sais, on savait qu'il fallait que ça soit drôle, mais ils l'ont trouvé, ils sont tombés dessus pile.
je pense que, tu sais, je l'ai pas expliqué, je sais pas si Chloé l'a expliqué, mais il y avait pas 15 façons de jouer la comédie, cette affaire-là, si on voulait garder un niveau de réalisme, là. Fait qu'ils ont vraiment mis le doigt dessus, là. Puis c'est toujours risqué, c'est vraiment toujours, tu sais... Ouais. La comédie, ça pardonne pas, là. Ouais. Si je me trompe pas, je sais plus si c'est dans la pièce de Babysitter ou dans la pièce de Deux femmes en or, mais c'est pas les mêmes comédiens que dans le film. Est-ce qu'il y avait comme une... Est-ce que c'est comme... Il y a un processus qui se fait pour faire des auditions différentes du théâtre que de la... Mais en fait, le lien entre les deux, c'est comme si c'est moi le lien. Dans le sens où moi, j'ai écrit la pièce et j'écris aussi le scénario. Mais sinon... C'est des œuvres différentes. C'est des œuvres complètement différentes. C'est comme... Je comprends que d'avoir créé un personnage au théâtre, puis après ça, de voir ce personnage-là s'en aller au cinéma, alors que le cinéma a plus de chances d'être vu, il voyage plus un peu. Il y a quelque chose de vexant là-dedans, puis ça peut être difficile pour les acteurs. Ça, je peux le comprendre. Mais ces deux œuvres différentes, mises en scène et réalisées par deux personnes différentes. Donc, quand on y pense, qu'une réalisation reprendrait exactement les mêmes comédiens que dans la pièce, il y aurait quelque chose d'un peu étonnant. Ouais, je comprends. C'est un peu... ça se peut. Tu sais, dans Babysitter, Steve Laplante a joué dans la pièce et dans le film. Mais dans Deux femmes en or, c'était juste... On recommence à zéro. C'est un choix de la réalisation. Puis c'est légitime, elle est en train de signer une nouvelle œuvre. Là. Fait que sinon, ça s'arrête. Il faut qu'elle ait cette liberté-là, je pense. Mais c'est des questions délicates. C'est sûr que c'est délicat. Puis même pour Babysitter, justement, la pièce et le film ont quand même été faits à quand même une couple d'années de différence, si je me trompe pas. On a... Babysitter, la pièce a joué à la Licorne pour la première fois en 2017, puis le film est sorti en 2021. Est-ce qu'il y a eu quand même, justement, tu sais, c'était quand même un sujet super d'actualité qui est abordé dans Babysitter, donc est-ce qu'il y a eu comme des changements qui ont dû être faits par rapport au contexte un peu social et tout ça? Mais tellement! Ouais. Êtes-vous prêts? C'est une longue réponse. Non, en fait, dans la pièce, j'étais partie d'un fait divers qui n'a pas duré, heureusement, qui était... c'était des gens qui venaient pendant des gens mal intentionnés, qui venaient faire des mauvaises blagues pendant que, par exemple, une animatrice sportive était live en direct devant la caméra. Oui, et là, il y a quelqu'un qui arrivait et qui venait lui dire quelque chose de très vulgaire, qui venait dire « F her in the pussy ». C'était ça. C'était ça le trend. Ouais, ça devenait viral, mais ça n'a pas duré vraiment longtemps, mais assez pour que quand même, il y a un type en Ontario qui avait une bonne job chez l'Hydro-Québec de l'Ontario, qui a perdu sa job à cause d'une affaire comme ça. Il était sous dans un événement sportif. Il a fait ça. Il est allé, puis il a défendu son ami qui avait fait la blague live à la télé en disant que c'était pas grave, tout ça, puis il a fini par être suspendu de son emploi. Et c'est ce fait divers-là qui a fait que j'ai eu envie d'écrire Babysitter, la pièce. 3 ans plus tard, parce que le film est sorti en 2021, on tournait en 2020, les choses avaient beaucoup changé. Ouais. Il y avait eu le MeToo, il y avait eu... Et cette affaire-là de F her in the pussy, ça c'était démodé, puis personne n'en parlait. Mais on était à l'époque plus des baisers non sollicités. Là. Puis là, en plus, on faisait une coprode avec la France. Il y en avait eu quelques-uns sur les plateaux de talk-show en France. Fait qu'on a joué avec ça. On l'a adapté pour être plus moderne. Puis en même temps, je pense que tout le côté horreur que Monia a apporté à Babysitter, c'était aussi parce que on était dans une période intense de dénonciation, puis on n'était pas dans les moments de faire de la comédie nuancée. C'était comme pour elle, il fallait donner une réponse plus forte. Et c'est pour ça qu'elle est allée vers l'horreur, alors qu'il n'y avait pas ça dans la pièce. Oui, c'est ça. Je vous avais prévenu que c'est une réponse longue. C'était bon, c'est intéressant. Mais justement, le fait que c'était une coproduction française, je veux dire, la France a quand même... Comment dire ça? C'est quand même différent un petit peu, des fois, les je sais pas comment expliquer. Tu veux dire le rapport au féminisme? Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qu'il y a une différence de réponse? Mais tellement. Puis, tu sais, ça, c'est Monia, elle a tellement été généreuse, là. Elle a fait la tournée de tellement de cinéma. Quand le film est sorti en France, elle a travaillé très fort, mais
elle recevait des fois des commentaires un peu... tu sais, c'est toujours... C'est pas... les gens sont pas vexés qu'on fasse des choses féministes. Ils vont juste faire comme si c'est un faux sujet. Oh, c'est pas vraiment important. Ben là, franchement, vas-tu faire un film là-dessus? Il y a quelque chose de très balayé sous le tapis quand on essaie de dénoncer quelque chose. Fait que ça, je pense que effectivement, on a vécu ça un peu plus. Je pense vraiment... on ne mesure pas, mais au Québec, on est un des endroits dans le monde où c'est le plus agréable d'être une femme, où on est le plus... Tu sais, je fais des blagues sur l'avortement dans Babysitter. C'est parce que j'ai pas l'impression que l'avortement est menacé, que je peux faire des blagues sur l'avortement. Je suis allée présenter le film au Mexique, et l'avortement était légal depuis quelques mois seulement. Oh, OK. Et là, je me faisais poser des questions là-dessus, puis je réalisais comme si tu viens juste de te battre pour avoir le droit à l'avortement, ou ce qui se passe aux États-Unis, que toute la législation est en train de changer, c'est pas le temps d'aller faire des blagues. C'est pas le temps. Tu sais, parce que je faisais une blague que finalement, elle avait eu, comme il fait la liste des avortements, Jean-Michel reproche à son frère le nombre de filles qui a mis enceinte qui se sont fait avorter. Je fais des blagues sur l'avortement, mais dans un contexte où le statut de l'avortement légal est fragile. Tu fais pas ça. Ouais, non, c'est ça. Tu fais pas ça parce que tu veux pas donner de la matière à des gens qui seraient contre l'avortement. Ouais. J'ai vraiment mesuré en arrivant là-bas, OK, c'est vraiment privilégié. Puis je me suis fait poser des questions par les gens dans le public au Mexique qui me disaient, mais qu'est-ce que vous avez contre l'amour romantique? Ah Tu sais, il était fâché. Ouais. Il était fâché, mais je fais, mais c'est une comédie, c'est pas... Tu sais, fait que, bref, ça a été comme toute une expérience de présenter ce film-là à l'international quand même, à plein de niveaux. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'imagine. Ouais. T'aimes-tu ça, faire le tour, puis montrer ça partout dans le monde? Ben, je sais pas. Moi, je suis allée au Mexique parce que Monia était pas disponible. C'est quand même... Ouais. Je suis aussi allée à Matane. Ah, quand même. C'était bien. Oui, non, j'aime beaucoup, mais pour vrai, c'est sûr que j'ai peur de l'avion. Je suis pas une grande voyageuse, mais je fais beaucoup de ciné-club, par contre, parce que justement, les réalisateurs voyagent plus, ils font plus les tournées à l'extérieur. Puis c'est vraiment le fun de discuter. Puis même, tu sais, avec Deux femmes en or, on a fait beaucoup d'avant-premières, puis des discussions avec le public après. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est merveilleux, là, de voir la réaction. Les gens sont généreux aussi. C'est des beaux échanges. Ouais. Ouais, ça doit être le fun d'entendre les gens rire aussi. C'est une satisfaction. Ouais, c'est comme... Ouais. Oui. Puis on n'a pas eu de... Tu sais, Deux femmes en or, on n'a pas eu justement de questions compliquées ou un peu... Tu sais, les gens prennent le film, comprennent le film, ils embrassent la comédie du film. C'était vraiment bien, vraiment le fun. Ouais. Puis cette idée-là pour Babysitter, donc c'est né d'un fait divers. Est-ce que souvent tes idées viennent un peu comme de même? T'as un flash puis t'as une idée de projet? C'est beaucoup... Ouais, ben en fait, je pense qu'il faut 2 choses avant de commencer à écrire un projet. Il faut comme une anecdote pour moi, tu sais, comme un début, comme l'anecdote, un gars perd sa job parce qu'il a fait une mauvaise blague en direct à la télé. Et après ça, il faut aussi qu'est-ce que moi j'ai envie de dire avec ça. Puis avec Babysitter, j'avais envie de dénoncer. Puis peut-être que c'était pas le bon moment de le faire, je sais pas, mais en même temps, ça a bien marché. Fait que... Mais moi, j'avais envie de dénoncer le fait que on pointait facilement une misogynie qui était évidente puis un peu niaiseuse, comme un gars qui vient faire une blague vulgaire en direct à la télé, mais il y avait encore une espèce de misogynie latente de gars qui veulent tant protéger les filles, tu sais. Puis je trouvais qu'on nous présente souvent les filles comme des potentielles victimes. Et dans toute cette saga-là autour de « Oh mon Dieu, il a fait une blague de viol », ce qui était entendu, c'est que tu peux pas faire des blagues de viol parce que, tu sais, les filles, tu sais, comment ils vont se sentir. Puis je trouve qu'on nous ramène souvent au fait que, on est des potentielles victimes. Puis je suis comme, c'est quoi, pourquoi? Tu sais, pourquoi il faut donc tout le temps essayer de nous ramener à ce statut-là? Fait que c'était plus ça. Ouais. C'est comme Jean-Michel dans la pièce qui veut mettre sa cape du super-héros puis sauver les filles. C'était ça que je voulais dénoncer un peu plus. OK, oui. Oh, c'est vrai. Puis souvent, si je me trompe pas tout le temps, mais là, j'ai pas lu toutes tes œuvres, mais le personnage principal, c'est souvent, en tout cas, de ce que j'ai vu, une fille. Est-ce que c'est important pour toi, justement, de plus parler de l'expérience féminine ou ça a comme à donner comme ça un peu?
Ben là, j'ai envie d'écrire... Là, je me prépare peut-être à écrire quelque chose avec 2 personnages masculins principaux. Je sais pas si j'ai le droit, à cause de l'authenticité des histoires. Je pense qu'il y avait des choses à dire. Tu sais, il y avait des personnages, justement, un peu plus... je trouve que les filles sont beaucoup plus délinquantes que ce qu'on montre dans la fiction. Puis moi, j'avais du mal souvent à me reconnaître dans les personnages féminins que je voyais. Puis moins, là. Vraiment de moins en moins. Ça a beaucoup changé depuis qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du cinéma, justement. Ouais. Mais il y avait ce besoin-là de dire, non, on va montrer des vraies filles. T'sais, on va montrer des filles qui sont des mères, mais qui sont autre chose aussi. Oui, qui sont pas juste qui regardent la pornographie. T'sais, je me souviens d'avoir une conversation avec quelqu'un qui disait, mais pourquoi la fille regarde la pornographie? Y a-t-il un problème psychologiquement? Elle a-tu vécu quelque chose dans son enfance? Puis j'étais comme, tu verrais un gars regarder la pornographie, tu poserais jamais cette question-là, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps, c'était tout le temps ce double standard-là de, on prend pour acquis que la fille est comme belle, parfaite, bien emballée. Puis là, j'étais comme, ben, on va montrer autre chose. C'était sur dans Filles en liberté, là. Elle faisait de la pornographie équitable, bref. Fait que... c'était ça pour moi. Il y avait comme une intention de montrer des femmes plus vraies puis moins parfaites. Pour enlever de la pression sur les filles. Mais même 2 femmes en or, c'était ça pour le couple aussi. T'sais, à un moment donné, les couples sont pas parfaits. C'était ça la démarche. Oui, puis même dans Charlotte en liberté, pas Charlotte en liberté, ça m'a comme mélangé les Charlotte a du fun. J'aime ça aussi qu'on a vu un peu le côté que tu disais, mais version plus à l'adolescence. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment plus rare qu'on le voit. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que pour toi, d'écrire un personnage justement plus dans son... Tu sais, était en son R5 dans Charlotte a du fun, versus comme une mère, est-ce qu'il y a des différences d'approche aussi là-dedans? Ben, oui, c'est sûr que le personnage de l'adolescente, tu sais, c'était plus délicat, Charlotte a du fun. On a vraiment, vraiment travaillé pour être sur elle, puis s'assurer que les gars... puis ça, je dis mais Sophie Lorrain, la réalisatrice, a beaucoup contribué à ce que on enlève les gars comme pas une potentielle menace, mais tu sais, il fallait que les gars soient parfaits. Il fallait que les gars soient irréprochables dans Charlotte a du fun parce que on était vraiment sur sa culpabilité à elle qui y appartenait parce qu'elle avait intégré cette idée-là qu'il fallait qu'elle soit parfaite. Mais fallait pas que ça vienne des gars, fallait pas... Donc, tu sais, c'était comme très particulier, alors que après ça, quand on est arrivé avec 2 femmes en or, puis là, tout d'un coup, c'était plus facile de faire de l'humour avec les personnages masculins, je pense. Ouais, je comprends. C'est vrai. Puis souvent, c'est assez nuancé aussi dans ton écriture. Je trouve le point de vue va des 2 bords. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes, justement, pas nécessairement donner de réponse claire sur un sujet? Oui! Merci. Oui, mais en fait, c'est que j'aime les humains. J'ai l'impression qu'on fait quand même de notre mieux en général. J'ai l'impression qu'on prend des mauvaises décisions, qu'on est pris dans des conflits intérieurs, qu'on est pris entre du désir puis des trucs qu'on n'est pas supposé désirer, puis on a plein de contradictions. Mais je veux être capable de montrer ça dans toute la complexité sans blâmer quelqu'un, sans qu'il y ait un méchant puis un gentil. C'est vrai ça que j'essaie de faire. Mais c'est fragile parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on prend le focus puis on le met sur les personnages féminins, il y a toujours un danger que on a l'air de dire quelque chose sur les gars parce que c'est moins nouveau, là. J'ai pas l'impression comme je le répète depuis tantôt, ça change beaucoup, mais c'est quand même, je l'ai senti à un moment... Tu sais, les gens sont très inquiets de mes personnages masculins. Est-ce que je vais en prendre soin? Est-ce qu'ils ont assez de place? Est-ce que... Tu sais, il faudrait pas qu'on fasse aux personnages masculins ce qu'on a fait aux personnages féminins pendant une centaine d'années, si on compte juste au cinéma. Là. Mais tu sais, pendant longtemps, les personnages féminins étaient juste réduits à un petit rôle. Puis là, c'est ça. On va pas renverser ça. On va pas faire le contraire. C'est vrai que souvent, je trouve que dans les œuvres que j'ai vues, que tu avais écrites, comme on peut un peu... aussi ce dont on pense de l'œuvre peut aussi juste refléter ce que nous, on pense de comme... C'est vrai. Tu sais, dans le sens, juste, mettons, dans Charlotte a du fun, à un moment donné, si tu prends un peu de recul, tu réalises que beaucoup des personnages masculins font exactement la même chose que Charlotte, mais genre, on n'en parle jamais, tu sais, comme quand eux, ils font la même chose qu'elle, mais là, dès que c'est un personnage féminin qui, justement,
va justement coucher avec tous les gens de son travail. Mais là, soudainement, tout le monde en parle, tout le monde est fâché, puis tout ça. Fait que je pense que sans nécessairement que toi, tu le point out, comme là, nous, ça nous fait réaliser, hey, j'avais peut-être même pas remarqué, tu sais, que justement, les garçons faisaient la même chose. Que le double standard. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, il existe-tu encore? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est plus délicat pour une femme d'être comme libre sexuellement que pour un gars, mais peut-être que je suis vintage, je sais pas. Non, je pense que c'est encore ça. Ça existe encore un peu. Ouais. Est-ce que tu l'as vu dans la réponse que les gens ont eue face à Deux femmes en or, comme un peu par rapport au fait que c'est les deux personnages féminins qui trompent, pas juste eux, là, on voit qu'il y a de l'infidélité des deux côtés. Mais est-ce que tu l'as vu un peu dans la réponse des gens et du public? En fait, c'était pas que c'était les femmes qui trompaient, mais c'était comme... oh mon Dieu, c'était pas des belles valeurs. OK. C'était pas, les gens voyaient pas la comédie, alors que, tu sais, si on voit un womanizer, on voit encore la comédie. Quoique, peut-être que ça passerait moins aujourd'hui, le womanizer aussi, à cause de tous les changements sociologiques des dernières années où le womanizer est vu comme quelqu'un de toxique, puis on tolère pas les gens toxiques, là. Mais c'était comme si tout d'un coup, on nous parlait de morale. Mais depuis quand la comédie est morale? Ouais, c'est pas si sérieux, c'est pas censé. C'est ça. Ouais. Oui, fait que c'était plus ça qui était étonnant, mais ils pointaient pas que on n'avait pas le droit de le faire parce qu'on avait des filles, mais quelque part en dessous de ça, peut-être que c'était là quand même. OK, ouais. Ouais. Mais je comprends. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent ça de Deux femmes en or, de comme, c'est pas moral l'adultère, mais comme, c'est pas ça le propos. Tu sais, c'est une comédie. Ouais. Puis clairement aussi, c'est comme dans des contextes tellement précis que c'est une blague, là, tu sais, c'est des humoristes qu'on connaît en plus, comme dans l'original, tu sais, j'ai l'impression. Ouais. Oui, je pense que en fait, la réaction des gens qui voient le film est bonne. C'est plus les Ceux qui te fais chier en entendre parler, mais non, mais ceux qui mettent des commentaires là, sur les réseaux sociaux. Là, c'est juste ça, les haters. Mais comme je vous dis, ils en mettent sur n'importe quoi. Ouais, il y en a. Non, c'est ça, rendu là. Ils vont trouver quelque chose à dire. Anyway. Exact, oui. Puis, est-ce que tu as un médium préféré je veux dire l'écriture, mais pour, comme, mettons, le théâtre, la télé, le cinéma, est-ce que tu as une préférence dans ceux-là? Non, mais je veux les faire les trois. Puis des fois, je m'ennuie. Comme là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de télé. Okay. Là, j'en fais un peu, mais je veux dire, c'est pas en ondes encore. Puis là, ça me fait vraiment un grand bien parce que je m'ennuyais de ça. Parce que la télé, tu sais, les personnages vivent longtemps, puis ils vivent toutes sortes de choses. Ouais. Alors que le cinéma, on est vraiment encore là dans une structure où là, il faut que le sujet soit clair puisque les personnages vivent sont toujours autour du même sujet. Alors qu'en télé, tu sais, ils se promènent. Fait que je m'ennuyais d'avoir des personnages qui vivent aussi longtemps. Mais sauf dans Toc Toc Toc, ils vivaient pas d'émotions négatives. Dans Toc Toc Toc, c'était juste du positif. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une évolution beaucoup plus grande si les saisons continuent, là. Oui, puis ils peuvent faire des choses aussi... Des choses que dans un film, tu dirais, ouais, c'est une bonne scène, mais c'est pas nécessaire à l'histoire. Tu sais, fait que tu vas dans plus de... Je sais pas, c'est plus éclaté un peu. Ouais. Puis est-ce que tu penses à un public précis quand tu écris, par exemple, une pièce ou autre? Est-ce que comme tu as un public en tête de gens qui pourraient aimer cette œuvre-là ou c'est juste... Mais j'ai vraiment envie de faire du grand public. Ouais. Ouais. Puis quand je dis grand public, dans le sens que j'ai envie que ça plaise à beaucoup de différentes personnes, que les gens rient. Mais aussi, tu sais, mettons, dans Babysitter, ce que j'aimais, c'était quand même... Babysitter, à mon avis, avait comme quand même une ligne féministe un petit peu plus dans ta face que Deux femmes en or. Deux femmes en or, c'est plein d'amour pour les couples, pour les femmes, pour... Puis c'est féministe parce que c'est deux femmes qui l'ont fait, je pense, puis parce que ça parle de féminité de sexualité féminine, mais il n'y a pas un agenda féministe dans Deux femmes en or. Dans Babysitter, il y en avait un, là. J'ai beau dire, je veux faire du grand public, puis c'est pas pamphlétaire. Il y avait quand même un propos. Mais grâce à la comédie, la pièce, on l'a présentée beaucoup, on a fait une grande tournée, puis ça restait grand public quand même. Puis là, les gens faisaient un peu avant, « Ouais, mais attends, là, le gars, il méritait pas tout ce qui arrivait. » Ou, tu sais, on avait noté dans ma voix que j'imitais un homme âgé. mais tu sais, on avait des réactions, mais c'était pas viscéral. Il s'était pas senti antagonisé. Il s'était pas... Puis fait que finalement... on avait eu une vraie conversation, tu sais. C'est vraiment grand public dans ce sens-là. Ouais, qu'ils sentent pas, qu'ils sont pas les bienvenus non plus à l'écouter, même s'ils ne seraient pas d'accord. Okay.
Ok, Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut rejoindre tout le monde, puis encore plus vu que c'est de la comédie. Ça passe mieux. C'est merveilleux, la comédie, pour vrai. Tu peux dire tellement d'affaires en comédie Ouais. que tu peux pas dire, comme... J'adore la comédie. Vas-y. Ben, en fait, j'avais parlé de tes films préférés, que The Squid and the Whale, Marriage Story, qui sont pas des comédies, Non, vraiment. c'est vrai. Mais en fait, mais c'est parce que il y a plein de films que j'aime, mais Superbad aussi. J'ai Ouais. pas dit Superbad, mais oui, parlons de ces deux-là. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a... Puis c'est le même réalisateur, qu'est-ce qui t'a autant plu dans ces films-là? La complexité, je pense, dans Marriage Story, de ce qui se passe, puis des vexations, puis comment la situation est difficile, justement, puis il y a personne qui est coupable. Dans The Squid and the Whale, le père est coupable. Ouais. Mais dans Marriage Story, ça dégénère, puis ça leur échappe, puis c'est tellement nuancé, comment, tu sais, quelque part, elle a sacrifié un peu sa carrière pour lui, mais en même temps, lui, il avait un aura, puis j'adore la complexité psychologique des personnages dans ces deux films-là, et j'aime qu'on aime tout le monde. On les aime, puis on a mal avec eux, puis... mais c'est vrai que c'est pas très drôle. Pour une fille qui parle de comédie, j'aurais pu choisir autre chose. Je trouve que c'est aussi qu'il y a une façon de raconter ça qu'on a l'impression d'être voyeur, de regarder une vraie conversation, Ouais. mais on est captivé comme si c'était un thriller psychologique incroyable. Fait que c'est fascinant qu'il arrive à faire ça, là. J'adore. Ouais, c'est vrai. Ben, j'imagine que ça t'inspire. Est-ce que tu arrives à voir des films en te détachant de ton point de vue de scénariste ou c'est sûr que tu portes plus attention au dialogue et tout? Non, j'arrive pas. Il y a des séries que mon chum regardait qui me disait là, OK, là, tu sors du salon. Ah ouais? Non, mais c'est parce que des fois, je suranalyse. C'est vrai que je suranalyse un petit peu. Tu sais, par exemple, mais il y a plein de choses à regarder, à apprécier quand on regarde un film. Ouais. Mais la chose, moi, que je veux apprécier, c'est le scénario. Ouais. Mais c'est fait que t'as beau mettre plein d'affaires spectaculaires qui sont visuellement comme renversantes. Si je suis encore pognée il y a 2 minutes parce que je trouvais que ça marchait pas trop comme pivot, je le verrais pas, là, tu sais. Ouais. Fait que je suis vraiment pas un bon public. Mais en même temps, comme je dis, ça se passe mieux en télé. Quand je regarde des séries télé, à un moment donné, j'embarque, comme c'est sur le long terme, ça désamorce mes bébites de scénariste parce que je finis par embarquer dans l'histoire, puis ça s'attache aux personnages, puis il pourrait leur arriver n'importe quoi. Tu veux juste regarder Don Draper tromper sa blonde. T'es juste embarqué. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à regarder plus de télé que de films à cause de c'est comme confortable. Ouais. Mais j'ai vu F1. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais, Je l'ai vu en IMAX. moi aussi. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je veux y retourner. Ah ouais? Mais c'est pas pour le scénario que je veux y retourner, parce que je sais qu'est-ce qui se passe dans le scénario, mais c'était tellement une expérience visuelle intense que j'ai été tellement captivée, je pensais plus à rien. Puis là, je veux y retourner voir ça. Comment tu as trouvé ça? Pour vrai, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Ouais, genre, justement, je pense que le fait de l'avoir vu au cinéma versus si je l'avais écouté chez moi sur un ordi, je pense que c'est complètement une expérience différente. Comme j'étais vraiment dedans, là. Puis comme, tu sais, il y a tellement de bruit, ben comme quand t'es littéralement à la F1, par exemple, genre, tellement de bruit que comme, on dirait que t'es vraiment là, là. Puis, moi, je connais absolument rien sur la Formule 1, là, Moi non genre plus. rien. Ben, en fait, j'avais même des préjugés très négatifs. Ah ouais? Ouais. Mais moi, très nerd. Je savais juste comme rien du tout. Fait que je suis embarquée là-dedans en sachant rien. Puis je suis sortie de là en étant comme, ça me donne le goût d'écouter le documentaire. Je pense que c'est Drive to Survive. En tout cas, c'était comme, là, ça me donne le goût d'écouter plus ces trucs là-dessus. Fait que moi, j'ai bien aimé. Ah oui, c'était vraiment une expérience. Mais ça, tu vois, c'est ça. C'était l'expérience visuelle. Mais c'est le IMAX, moi, je pense aussi. J'avais vraiment l'impression. J'avais peur, j'étais là, j'étais dans les courses. Ouais, je me sentais dans l'auto, là. Tu sais, comme vraiment. Puis en plus de savoir qu'il y a presque pas des cascadeurs, là. Comme c'est vraiment. Les comédiens vraiment conduisaient, puis tout ça, dans la majorité des. Non. Ouais. Ben, pas tout, là. Non, moi, j'ai lu ça, non? Ben oui, mais je veux dire, je peux pas croire qu'ils ont laissé faire ça. Mais probablement pas tout, là. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Non, mais clairement pas tout, mais je sais que comme ils ont beaucoup tourné vraiment avec les comédiens puis tout ça dans les autos, ils ont appris à conduire. Puis juste de savoir ça, c'est comme on dirait que ça me faisait être plus là. Ouais. Moi, essayer de spotter quand c'était un cascadeur ou je sais pas trop. Fait que ça, je trouvais ça impressionnant. Puis
ils ont tellement tourné aussi sur les vrais lieux. Tu sais, après chaque course, ils tournaient. Puis il y a aussi beaucoup des vrais courseurs. Là. Bon, c'est sûr, moi, encore une fois, vu que je connais pas vraiment ça, je pouvais moins les... Tu sais, voir les petits easter eggs, comme, mettons, mon père qui était là, qui reconnaissait les autres. Mais, ouais, genre, on dirait de savoir que c'était vraiment sur le lieu. Tu sais, il y avait pas vraiment de green screen, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Fascinant. Peut-être que quelqu'un peut me reprendre et genre, non, il y avait plein de VFX, puis je savais pas, mais de ce que j'ai je te vu, crois. c'était ça. Ben, j'ai hâte de le voir. Je suis Ouais. curieuse. Mais c'est ça, c'était vraiment une expérience très différente de Mariage Story, Ouais, finalement. Mais c'est ça, faut le voir. C'était une expérience cinéma, IMAX. Ouais. Ça. Ouais, non, c'est pas une expérience de petit laptop chez toi, là, pour vrai. Ouais. Avant de finir, aurais-tu comme un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en scénarisation? Ah, oui. À quel niveau il est, cette personne hypothétique-là à qui je donne un conseil? Non, mais en fait... non, mais, tu sais, c'est nono, mais ce que j'ai dit tantôt, l'anecdote, mais ce que tu veux dire aussi, c'est comme vraiment un combo, tu sais, pour partir une histoire, ça, c'est quelque chose même que je dis quand j'enseigne des fois. Et sinon, c'est merveilleux, la scénarisation, parce que... on est vraiment au début des projets, tu sais. Fait que tu peux à la fois arriver puis venir aider à une série télé où ils ont besoin de plus de gens, mais tu peux aussi initier tous les projets, Fait que je trouve que c'est un métier en cinéma qui est merveilleux, en fait. Ouais. Ben, ça me fait penser... Est-ce que ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche? Tu sais, est-ce que ça t'arrive d'être pogné, puis... Non, c'est un drôle de... Parce qu'on travaille sur plusieurs projets en même temps, donc, tu sais, comme en ce moment, je suis en train d'écrire un projet, mais je peux aussi avoir une idée pour un autre projet, puis là, je la prépare, puis, tu sais, ben là, on l'envoie pour avoir des sous en développement, ou il y a toujours des idées. Fait que je sais toujours un peu, quand je me lève le matin, sur quoi je devrais travailler. OK. Mais c'est pas la page blanche, mais je doute beaucoup. Fait que c'est pas tant... J'ai rien à écrire, mais est-ce que c'est pertinent d'écrire ça? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on va le défendre? Est-ce qu'on va réussir à convaincre les gens qu'il faut faire ce film-là? Comment les gens vont se sentir dans la salle? Tu sais, à un moment donné, tu doutes beaucoup. Puis en vieillissant, plus tu as d'expérience, mais plus tu veux répéter ce qui a marché puis réparer ce qui a pas marché. Puis à un moment donné, il y a beaucoup de monde dans ma tête. Là, fait que c'est pas la page blanche, mais c'est comme un petit vertige. C'est différent comme feeling. Ouais. D'ailleurs, bravo, je pense que tu t'es fait financer pour quelque chose cette semaine, si Oui, je me mais trompe ça, pas. c'est le projet avec Ouais. les deux personnages masculins. Ah ouais, cool. Félicitations. Merci. Merci beaucoup d'être Oui, venue. merci C'est tellement. super gentil. Merci, d'avoir les pris, filles. ton temps, C'était pour super de jaser avec vous. nous. Merci. Merci. Merci.